Bon, bonjour à tous. Merci d'abord à l'association Démographie Responsable de m'avoir invité aujourd'hui et merci à l'association des croissances Île-de-France de nous réunir aussi aujourd'hui. Alors, je suis démographe, spécialiste des questions de démographie africaine. Alors, mon travail est surtout sur des sujets très pointus de santé publique, hein, c'est pas du tout sur les aspects environnement, population, mais j'ai quand même travaillé un certain nombre de fois sur les grandes questions de population en Afrique et assez récemment sur les questions de planning familial. Et donc c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Il y a même un article qui va sortir très prochainement dans Diplomatie Magazine. Hein, c'est un magazine fait pour les diplomates et les gens qui s'intéressent à la politique internationale et qui traite justement de la démographie africaine d'un point de vue très généraliste. Alors, j'ai récupéré des... Ah, il y a un problème. Moi, je vais brancher, voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de démographie africaine, de planning familial et de migration. Alors, le thème c'est migration, c'est pas tout à fait ma spécialité, mais j'ai croisé de nombreuses fois dans ma carrière des questions de migration en travaillant surtout en Afrique de l'Ouest, hein, au Sénégal en particulier, au Burkina Faso un petit peu, au Côte d'Ivoire, et puis en Afrique du Sud, où les questions migratoires sont extrêmement importantes. Alors, j'ai récupéré des anciennes diapos à l'époque où j'enseignais et puis à différentes conférences, mais comme beaucoup vont recouper ce qui a été dit tout à l'heure, je vais passer le plus rapidement possible sur ces diapos-là. Donc, sur les questions d'équilibre population-environnement, je pense que vous êtes tous sensibles à ces questions-là. La seule chose que je voudrais signaler, ça a été dit par les précédents intervenants, c'est qu'on a affaire à des phénomènes qui sont nouveaux. Hein, nouveaux, pas tellement dans leur phénomène, hein, des migrations, des croissances démographiques, il y en a toujours eu, mais c'est l'échelle qui est complètement, radicalement différente maintenant, et je pense que ça a bien été dit. Donc tous les débats qui ont eu lieu au XVIIIe siècle, XIXe siècle avec Malthus sont à revoir complètement parce que l'échelle est complètement différente et les problèmes sont complètement différents puisqu'on arrive à des impacts sur l'environnement qui sont absolument gigantesques, que l'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Même s'il y a toujours un phénomène d'échelle, ça c'est le vieux classique, le schéma classique de Livet qui montre qu'en fonction du mode de production, donc vous avez paléolithique, néolithique et puis industriel, vous avez de toute façon un seuil, il y a un moment où on ne peut pas dépasser, mais les questions qui sont d'actualité, donc depuis une cinquantaine d'années, dépassent tout ce qu'on a vu, parce que l'impact sur l'environnement est absolument gigantesque. Donc toutes ces questions de croissance de la population mondiale, vous les avez bien vues tout à l'heure. Un petit graphique qui a fait un peu le tour du monde ces dernières années, c'est que la part de la population mondiale, la distribution de la population mondiale à travers les continents a complètement changé. Ici, vous avez en orange ce qui se passait en 1950 et en 2100, vous voyez que la population africaine va compter pour à peu près un peu plus du tiers de la population mondiale, et ça c'est nouveau aussi dans l'histoire de l'humanité. Un petit graphique aussi qui a un peu défrayé la chronique, c'est la comparaison entre un pays européen et un pays africain. Ici, c'est France et Nigeria. France et Nigeria, pourquoi? Parce qu'elles avaient à peu près la même population en 1950. La population française va tendre vers quelque chose de proche de 80 millions d'habitants. 79 d'après les dernières projections des Nations Unies. Et oui, au Nigeria, c'est 10 fois plus, hein, 911 millions d'habitants prévus à l'horizon 2100. Là aussi, vous avez un phénomène d'échelle complètement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Je rappelle aussi que quand c'est la même chose pour les populations animales, quand vous avez une croissance démographique comme ça qui est due à une nouvelle niche écologique, vous avez la première phase qui est toujours favorable puisque vous avez des nouvelles ressources que l'on utilise, et puis la deuxième phase est toujours une phase difficile, hein, et donc depuis 1950 on est arrivé dans la deuxième phase, la phase difficile, la phase où on bute sur toutes les contraintes malthusiennes qui ont bien été expliquées ce matin. Et rien qu'en population arabe, mais c'est la même chose, si on prend n'importe quelle contrainte environnementale, on voit que l'Afrique ici, qui est le trait en rouge, va crever tous les plafonds à partir de l'horizon 2020-2030, et donc il y a un problème tout à fait particulier à la démographie africaine.
Tout ça, je vais passer un petit rappel quand même sur la transition démographique. Cette explosion de population, elle est produite par le décalage entre natalité et mortalité. Vous savez que la mortalité a complètement chuté à partir du XIXe siècle, surtout d'abord en Europe et puis après dans les pays du tiers-monde. Et la fécondité a suivi dans les pays européens, donc elle a un décalage selon les pays, mais elle a suivi assez rapidement. Alors que dans les pays du tiers-monde, il a fallu attendre beaucoup plus longtemps, il a fallu attendre une intervention de l'État, ça ne s'est pas fait spontanément, il a fallu installer des programmes de planning familial. Et en Afrique, le problème maintenant, c'est qu'on a beaucoup trop tardé et que même s'il y a eu des programmes de planning familial qui sont installés dans les années 60, il y a encore pas mal de pays qui n'ont pas installé de programme de planning en milieu rural, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Un petit point aussi de détail, mais c'est important pour comprendre la position française. La position française est complètement différente de la position de tous les autres pays du monde. D'abord des pays anglo-saxons, des pays d'Europe du Nord, et des pays d'Asie, et de pas mal de pays africains. La position française est pro-nataliste, et ça pour deux raisons. La première, c'est que la France était la première à limiter ses naissances depuis le début du XVIIIe siècle, et alors qu'il a fallu attendre 1860 dans les autres pays européens. Et à cause de la guerre de 70. Donc c'est deux phénomènes qui ont marqué les esprits. Le premier fait que la population de la France était le pays le plus peuplé en Europe jusqu'en 1850, est devenu un pays comme les autres, donc à peu près de même population, un petit peu moins que l'Allemagne, à peu près équivalente à l'Angleterre et l'Italie. Et ça, c'est un nouveau phénomène que les Français ont très mal vécu. Le fait de ne plus être un leader en Europe, et c'est ce qui fait une des positions pronatalistes très particulières de la France. L'autre phénomène, c'est la guerre de 70 qui a marqué les esprits. La guerre de 70, je rappelle qu'elle n'a pas été perdue parce qu'on avait moins de soldats que les Prussiens, mais simplement parce qu'on a fait des erreurs techniques, stratégiques absolument énormes, entre l'encerclement de Nancy ou l'encerclement dans le nord de la France. Et ça, c'est des erreurs stratégiques. Alors, les militaires ont voulu faire croire que c'est parce qu'on n'avait pas assez de soldats, mais en fait, c'était pas ça du tout. Sans parler du fait que cette guerre est idiote, comme toutes les autres guerres, on est d'accord. Alors, un petit mot sur pression démographique et migration, puisque c'est le thème de cette intervention. Donc, je rappelle, c'est vrai que les migrations ont toujours existé, que le monde s'est peuplé par des migrations, à partir de l'Afrique d'abord, puis de l'Europe, puis de l'Asie, puis les autres continents. Mais ce qui est nouveau, c'est la nature des migrations actuellement et l'intensité. Là, on ne parle plus de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de personnes qui vont dans des territoires à peu près vierges. Là, c'est le contraire. Et donc, c'est une situation d'abord qui a évolué beaucoup avec l'industrialisation. Je vous rappelle que l'industrialisation a permis de mettre sur la même surface de terrain beaucoup plus de gens qu'avant. Donc, c'est le phénomène qui a marqué l'Europe au XIXe siècle, ce qui n'a pas empêché 50 millions d'Européens d'émigrer aux États-Unis, on est d'accord, mais quand même ça absorbait une grande partie de l'excédent qui était extrêmement important déjà en milieu rural au XVIIIe siècle. Et puis alors on a ce phénomène qui a été mentionné d'ailleurs tout à l'heure, c'est la création des États-nations. Avant, les migrations étaient assez libres, les gens pouvaient migrer en fonction de leurs besoins dans les différents pays du monde, et même en Afrique. Jusqu'à il y a une centaine d'années, on pouvait s'installer à peu près partout. Il y avait toujours un morceau de brousse qui était libre et les gens pouvaient s'y installer. Maintenant, c'est fini. Il y a des barrières, des frontières, il y a des États-nations, il y a des lois. Et même maintenant, on crée des nouvelles barrières, des murs. Alors, les murs ne sont pas complètement nouveaux. L'Empire romain avait installé un mur pour séparer des zones dites barbares. Les Chinois aussi avaient installé la grande muraille pour se préserver des invasions mongoles. Mais là, on a des murs un peu partout. Je vous rappelle que le plus grand mur qui est actuellement installé, c'est autour du Bangladesh. Autour du Bangladesh, vous avez 3500 km de murs, une barrière quasiment infranchissable, pour éviter que les migrants bangladeshis aillent en Inde ou en Assam, dans les pays voisins. Et maintenant, on construit des murs partout. Il suffit de lire le journal, il y en a en Europe, il y en a entre les États-Unis et le Mexique. On a aussi des nouveaux phénomènes. Pas totalement nouveaux, mais inattendu si on vient à 50 ans. Alors, un petit point là, que j'aurais voulu souligner aujourd'hui, c'est le point de vue du migrant. On a toujours tendance en Europe à parler des problèmes que les migrants posent en Europe, mais il faut comprendre pourquoi les gens migrent et qu'est-ce qui fait qu'ils migrent. Alors vous savez, il y a toute la théorie
classique des migrations qui consiste à séparer les facteurs attractifs et les facteurs répulsifs. Leurs facteurs répulsifs, ça, ils sont bien connus, c'est la surpopulation, hein, donc on va revenir là-dessus pour ce qui concerne. Alors, un petit mot sur pression démographique et migration, puisque c'est le thème de cette intervention. Donc, je rappelle, c'est vrai que les migrations ont toujours existé, hein, tout le monde s'est peuplé par des migrations, hein, à partir de l'Afrique d'abord, puis de l'Europe, puis de l'Asie, puis les autres continents. Mais ce qui est nouveau, c'est la nature des migrations actuellement et l'intensité. On ne parle plus de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de personnes qui vont dans des territoires à peu près vierges. Là, c'est le contraire. Et donc c'est une situation d'abord qui a évolué beaucoup avec l'industrialisation. Je rappelle que l'industrialisation a permis de mettre sur la même surface de terrain beaucoup plus de gens qu'avant, hein, donc c'est le phénomène qui a marqué l'Europe au XIXe siècle, ce qui n'a pas empêché 50 millions d'Européens d'émigrer aux États-Unis, on est d'accord, mais quand même ça a absorbé une grande partie de l'excédent qui était extrêmement important déjà en milieu rural au XVIIIe siècle. Et puis alors on a ce phénomène qui a été mentionné d'ailleurs tout à l'heure, c'est la création des États-nations. Hein. Avant, les migrations étaient assez libres, les gens pouvaient migrer en fonction de leurs besoins dans les différents pays du monde, et même en Afrique, jusqu'à il y a une centaine d'années, on pouvait s'installer un peu près partout. Il y avait toujours un morceau de brousse qui était libre, et les gens pouvaient s'y installer. Maintenant, c'est fini. Il y a des barrières, il y a des frontières, il y a des États-nations, il y a des lois, et même maintenant, on crée des nouvelles barrières, des murs. Alors, les murs ne sont pas complètement nouveau. L'Empire romain avait installé un mur pour séparer des zones dites barbares. Les Chinois aussi avaient installé la barrière, la grande muraille, pour se préserver des invasions mongoles. Mais là, on a des murs un peu partout. Hein. Je vous rappelle que le plus grand mur qui est actuellement installé, c'est autour du Bangladesh. Hein. Autour du Bangladesh, vous avez 3500 km de murs, une barrière quasiment infranchissable, pour éviter que les migrants bangladeshis aillent en Inde, en Assam, dans les pays voisins. Et maintenant, on construit des murs partout. Il suffit de lire le journal, il y en a en Europe, il y en a entre les États-Unis et le Mexique. On a aussi des nouveaux phénomènes. Pas totalement nouveaux, mais inattendus si on vient à 50 ans. Alors, un petit point là, que j'aurais voulu souligner aujourd'hui, c'est le point de vue du migrant. Hein. On a toujours tendance en Europe à parler des problèmes que les migrants posent en Europe, mais il faut comprendre pourquoi les gens migrent et qu'est-ce qui fait qu'ils migrent. Hein. Alors vous savez, bon, il y a toute la théorie classique des migrations qui consiste à séparer les facteurs attractifs et les facteurs répulsifs. Leurs facteurs répulsifs, ça, ils sont bien connus, c'est la surpopulation, hein, donc on va revenir là-dessus pour ce qui concerne l'Afrique, hein, capacité de charge, il y a trop d'habitants en milieu rural, les gens vont aller en ville, ou bien ils vont aller plus loin. Et puis il y a tous les problèmes climatiques, hein, ça, il y a de nombreux exemples dans l'histoire de migration due à sécheresse, inondation, aux crises économiques, et ça il y a beaucoup d'exemples en Afrique où il y a une crise économique majeure et les gens partent parce qu'ils n'arrivent plus à vivre, tout simplement, ou des crises politiques, là aussi il y a énormément d'exemples en Afrique où la situation est devenue invivable et les gens fuient les guerres, l'instabilité, le terrorisme, enfin différents problèmes sociaux. Et puis alors vous avez les facteurs attractifs, il y a des gens qui pourraient à la rigueur rester en milieu rural, mais il y a l'attraction de la ville, évidemment, un niveau de vie et un niveau de confort qui est complètement différent de celui que les gens ont en milieu rural. Par exemple, je vous donne un exemple qui m'avait frappé. En Afrique du Sud, où il y avait un système d'apartheid, donc on imposait aux gens de vivre en milieu rural. Et donc après 92, on a libéré les gens, on les a laissés s'installer où ils veulent. Et les gens migrent vers des petites villes voisines, pas parce qu'ils ont un travail, pas parce qu'ils ont de l'argent, mais simplement pour les communautés. Hein. Ils ont accès au téléphone, à l'eau potable, c'est le principal problème là-bas, à l'électricité, et c'est ça qui fait les migrations. Vous avez les migrations de travail, évidemment, ce sont les plus connues. En Afrique, évidemment, les gens se sont rués vers les mines. Alors parfois, on les a déplacés de manière forcée. Mais sinon, si vous avez des mines, si vous avez du pétrole, si vous avez des sites industriels, que maintenant des sites touristiques, les gens vont migrer pour avoir des meilleures conditions de vie. Et puis alors, si ça ne se suffit pas, évidemment, les gens vont être tentés d'aller dans des pays où il y a de l'emploi, où il y a de la richesse, donc les pays développés. Et pour les Africains, évidemment, la première destination, c'est l'Europe. Alors, ce qui est nouveau aussi, parce qu'il me paraît nouveau, c'est qu'il y a des véritables stratégies, des nouveaux réseaux qui se sont mis en place.
des véritables stratégies où les familles se disent, mais pour survivre, d'ailleurs que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, c'est la même chose, il faut qu'on ait au moins 1 ou 2 migrants dans la famille qui habitent en Europe, aux États-Unis, ou au Japon, ou ailleurs, ou dans les pays du Golfe, et qui nous envoient de l'argent. Et ça, c'est devenu des véritables stratégies familiales dans la plupart des pays africains, y compris d'ailleurs aussi dans les pays d'Asie centrale, hein, les anciens pays colonisés par la Russie, où les gens ont cette stratégie d'envoyer des gens dans les pays industrialisés, là où il y a des emplois, et ça a une conséquence pour la fécondité, ça. Parce que les familles qui auraient dû normalement avoir que 2 enfants, maintenant disent bon, il vaut mieux avoir 3 ou 4 enfants, et puis on envoyait 1 ou 2 en migration. On voit ça aussi dans les îles du Pacifique, où il y a des véritables stratégies familiales, d'avoir un petit peu plus d'enfants, à condition d'avoir 1 ou 2 migrants. Et les migrants maintenant renvoient de l'argent de telle manière que c'est une des principales ressources des pays pauvres, hein, c'est l'argent qu'envoient les immigrés dans les pays. Et alors il y a des véritables réseaux, bon ça c'est important aussi pour comprendre l'immigration, des réseaux familiaux qui sont constitués, des réseaux claniques, hein, des réseaux ethniques, villageois. Il y a des villages au Sénégal où la moitié de la population est envoyée en France, hein, et d'autres villages par contre où il n'y a pas de réseau, et donc on n'envoie personne. Et puis il y a des réseaux mafieux. Comme il y a de l'argent à faire, et bien, il y a des tas de mafias qui sont installés, qui financent le premier billet, à condition de récupérer le double par la suite auprès du bénéficiaire. Alors évidemment, face à ça, on a mis en place un certain nombre de politiques migratoires. Enfin, c'est pas nouveau, des politiques migratoires, il y en a depuis plusieurs siècles en Europe. Hein. Alors qui peuvent être aussi positives ou négatives. Je rappelle que les États-Unis ont fait des politiques pour attirer les migrants jusqu'à une époque très récente, hein, et surtout au XIXe siècle, où on donnait de la terre gratuitement aux gens pour s'installer. Et c'était la même chose avec les Russes en Sibérie. D'ailleurs, ils avaient pris le modèle américain. On donnait 10 ou 15 hectares aux gens pour qu'ils s'installent en Sibérie. Et donc, on a donné des fortes incitations financières pour organiser ces migrations. Alors ça va bien tant qu'il y a beaucoup de terre à coloniser, mais quand il n'y a plus, évidemment, ça ne marche plus. Et bien alors, vous avez des nouveaux phénomènes des nouveaux phénomènes qui sont les déplacements forcés des réfugiés. Hein. Vous avez aussi en Afrique alors, ces énormes villes de réfugiés qui se sont installées de plusieurs centaines de milliers d'habitants et dont on ne sait pas comment résoudre. Hein. Un problème qu'on ne sait pas comment résoudre, on ne sait pas du tout comment faire. Ce sont des pauvres gens qui ont fui en général une guerre ou bien une sécheresse et que l'on a installés là et qui vivent de l'aide internationale et qui ont nulle part où aller. Et je crois que maintenant on compte 50 millions de réfugiés à travers le monde. C'est une échelle là aussi absolument gigantesque. Et puis sans espoir de stabilisation, parce que quand il y a eu des réfugiés en Europe après la guerre de 14 ou après la guerre de 40, ces gens ont été absorbés très rapidement dans les populations d'accueil et se sont intégrés immédiatement. Hein. Ici c'est pas le cas, hein. Ce sont des phénomènes qui manifestement sont faits pour durer. Alors les régulations des migrations pour les pays du Nord, et bien évidemment on a mis d'abord des barrières légales, hein, maintenant c'est impossible de s'installer dans un pays sans avoir un passeport, sinon alors vous êtes en situation illégale. Bon, il y a des barrières géophysiques évidemment, s'il n'y a pas plus d'Africains qui ont migré jusqu'à maintenant en Europe, c'est parce qu'il faut traverser le Sahara et la Méditerranée. Ce sont deux barrières assez importantes qui ont limité considérablement les flux migratoires. Mais qui ne sont pas des barrières infranchissables, bien sûr. Alors, d'autres choses qui ont été faites maintenant, et là je vais développer ça un petit peu plus par la suite, c'est les politiques de développement, hein, se disant si on aide les pays à se développer, eh bien les gens ne vont plus vouloir migrer, hein, ils auront du travail sur place, et donc ils n'auront pas d'incitation pour migrer. Et ça c'est même fait en Europe, hein, à l'époque, dans les années 60-70, quand les Allemands ont eu peur d'être envahis par les Espagnols et les Portugais, ils ont mis de l'argent pour le développement de l'Espagne et du Portugal, pour justement freiner l'immigration. Alors ça, en Afrique, on n'a pas fait beaucoup, on a fait un petit peu, mais certainement pas du tout pour empêcher l'immigration. Et puis la dernière chose, évidemment, qui est fondamentale, on en a parlé longuement tout à l'heure, c'est le planning familial. Planning familial, hein, si on fait 2 enfants par femme, et bien, la population se stabilise en l'espace de 50 ans, et donc la pression migratoire va complètement changer.
Alors, je vais vous dire quelques mots sur le planning familial en Afrique, parce que c'est un point qui n'est pas toujours bien connu. C'est mal couvert par les médias, ça aussi, c'est pas enseigné nulle part comme il faut, et c'est dommage. Alors, je rappelle d'abord que la politique coloniale, que ce soit pour la France, l'Angleterre ou le Portugal, les trois grands colonisateurs de l'Afrique, eh bien, c'était de peupler l'Afrique, pour deux raisons. Ça fournissait des soldats, on était encore à l'époque des guerres internationales. Il y avait en France coloniale, avant les guerres 14 et surtout après, une volonté d'avoir plus de soldats à partir des colonies africaines, et puis aussi d'avoir des travailleurs bon marché. Donc on voulait avoir beaucoup d'enfants, et on a fait la promotion de la natalité, et on a favorisé la natalité, si bien que le nombre d'enfants par femme a augmenté entre 1930 et 1980. Il a augmenté même parfois considérablement. Alors, pas uniquement pour des problèmes de propagande, aussi pour des problèmes de santé, puisqu'il y avait énormément de maladies, soit infectieuses et surtout parasitaires, sexuellement transmissibles ou pas, qui limitaient les naissances. Il y a des endroits où il y avait 25% de femmes stériles en Afrique. Et tout ça a disparu avec les antibiotiques. Et donc ça fait que le nombre d'enfants par femme est passé dans certaines régions de 5 à 8. Donc il y a eu une très forte augmentation de fécondité. Autre problème pour les pays francophones, donc colonisés par la France, c'est que la France, depuis la guerre de 14, donc suite à la guerre de 70, il y a eu la guerre de 14, et donc la France était obsédée par avoir plus de soldats que l'Allemagne, et donc il y a eu ces lois contre la propagande anticonceptionnelle en France, qui étaient étendues aux colonies. Et donc jusqu'en 1980, la plupart des pays colonisés par la France, donc les pays francophones, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, avaient une loi qui leur interdisait la contraception. Alors en France, on s'en a libéré dans les années 60, mais en Afrique, il y a même certains pays qui s'en sont libérés que dans les années 90. Donc ça, c'est un héritage colonial dont on parle peu, mais qui a eu des conséquences tout à fait dramatiques. Sans parler du fait que la politique pronataliste, qui était à la mode en France jusqu'à une époque très récente, était reprise par les élites africaines. Et donc, vous avez la responsabilité pour laquelle le planning familial ne s'est pas plus développé dans les pays francophones, c'est à cause de ça, cette propagande pronataliste, et qui est tout à fait particulière à la France. L'Angleterre a eu une attitude complètement différente, et même le Portugal avait une attitude beaucoup plus relaxe que la France sur ces questions. Alors, sur le planning familial en Afrique, il y a beaucoup à dire, et les choses ont commencé assez tôt, finalement. Il faut se rappeler aussi que la conscience de l'explosion de la population a été prise aux États-Unis juste après la guerre de 1945. Il y a eu un certain nombre d'intellectuels autour des grandes universités et de la fondation Rockefeller qui se sont dit, si on ne fait pas quelque chose maintenant, eh bien, dans 50 ans ou dans 100 ans, on aura un problème insoluble. Et donc, à partir des années 50, d'abord en Inde, puis en Chine aussi en partie, mais surtout en Inde et dans les pays d'Asie, et puis dans les années 60 dans les pays d'Amérique latine et dans les pays africains, on a commencé à proposer des programmes de planning familial pour limiter les naissances. Alors ces programmes ont été souvent très bien faits, pas toujours, le Pakistan étant une exception en Asie, mais dans la plupart des autres pays asiatiques, ça a été très bien fait. On est passé, vous avez vu les groupes tout à l'heure, de 6 enfants par femme à 2 enfants par femme dans la plupart des pays. La même chose en Amérique latine, c'est par les programmes de planning familial pour limiter les naissances. Et alors en Afrique, ça a été un peu compliqué pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait cette idée que l'Afrique était sous-peuplée, ce qui était vrai à l'époque, mais faux si on envisageait le futur, évidemment. Et d'autre part, des réticences des élites africaines qui disaient voilà, ça s'est imposé par l'Europe ou par les États-Unis, on n'en veut pas, donc c'était l'époque un peu du socialisme africain, donc on refusait tout ce qui venait de l'Europe. Et ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Il y a eu un certain nombre de conférences organisées par les Nations Unies, donc en 64, en 74 en particulier, c'était le point culminant des réticences. Et puis, les gens, en discutant, ont été convaincus de la nécessité de limiter les naissances. Il y a eu cette fameuse déclaration de Kilimanjaro en 1984, où, dans une conférence des Nations Unies, où tous les participants, donc tous les pays africains, se sont mis d'accord pour limiter leur naissance, donc pour faire des programmes de planning familial. Et alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des pays qui ont bien travaillé, des pays qui n'ont pas travaillé, des pays qui ont mal travaillé, et donc c'est pour ça qu'on voit ces grosses différences entre les pays à l'heure actuelle.
Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai publié à la demande d'ailleurs du ministère de la Coopération, enfin l'Agence française de coopération, il y a quelques années. Là, vous avez la référence à un document de travail Ferdi, vous allez trouver ça très facilement sur Internet, c'est en accès libre, le planning familial en Afrique. Et on avait défini à ce moment-là plusieurs conditions pour que ça marche. Hein. Je vais vous montrer tout à l'heure des pays qui ont marché, des pays qui ont mal marché. Mais quand vous avez un engagement de l'État, donc l'État dit je veux une politique de planning familial, parfois ils ont fixé l'objectif de 4 enfants par femme, parfois 3 enfants par femme. Et si les principaux acteurs sociaux, donc les groupes de pression, les groupes religieux, sont d'accord, hein, ce qui est le cas dans la plupart des pays, mais pas dans tous, si vous avez un programme de planning qui est bien organisé, et bien financé, et s'il n'y a pas de réaction négative dans la population, ce qui est le cas dans la plupart des pays, eh bien ça a très bien marché. Hein. Donc vous allez voir des exemples de programmes de planning qui ont très bien marché. Et puis alors, quand on a mal fait ou mal financé, ou que on a un approvisionnement contraceptif irrégulier, ou qu'il y a des oppositions sociales ou religieuses, eh bien les choses sont mal passées. Et alors là, je voudrais dire aussi une chose qui est importante, c'est qu'il y a une très grosse différence entre l'urbain et le rural. Ici, vous avez les courbes de fécondité dans le monde entier. Donc, vous voyez, on est arrivé à peu près au niveau d'avancement des générations. On devait être en 2010. Et en milieu urbain, on a fait presque la moitié du chemin pour l'Afrique, hein, avec des pays qui ont fini et d'autres pays qui n'ont pas fini. Par contre, en milieu rural, c'est beaucoup plus lent. Et en milieu rural, on a affaire à plusieurs problèmes. Il y a un problème de niveau-instruction. Les femmes sont souvent non éduquées, et auprès des femmes non éduquées, il faut faire un travail spécial pour y arriver. On est arrivé en Inde, on est arrivé au Bangladesh, on est arrivé dans tous les pays du monde, mais il faut vraiment un travail spécial très proche des familles. Et si vous ne le faites pas, les choses ne bougent pas. Alors qu'en milieu urbain, bon, déjà les femmes sont plus éduquées. Le planning familial est beaucoup plus facile à organiser, parce que vous pouvez installer une clinique dans un quartier, vous allez avoir tout de suite votre population cible à 1 km ou 2 km autour de vous. Et troisièmement, c'est beaucoup plus facile à financer et à organiser. Hein. Donc les questions de transport, d'approvisionnement sont beaucoup plus simples. C'est pour ça qu'en milieu urbain, la plupart des pays ont progressé, tous les pays ont progressé. Je ne connais pas un pays en Afrique où la fécondité n'est pas baissée en milieu urbain, alors qu'en milieu rural, eh bien, dans la moitié des pays, les choses n'ont pas bougé. Ici, vous avez une reconstruction de la contraception moderne. Alors, vous voyez, dans l'espace de 50 ans, on est arrivé à même pas la moitié des femmes qui utilisent la contraception en Afrique, donc c'est encore vraiment léger. Et un quart un peu plus en milieu rural, alors qu'en Chine ou en Inde, on est passé en l'espace de 10 ou 20 ans, selon les cas, de 0 à 100%. Hein. Donc, il y a des différences là tout à fait remarquables et tout à fait spécifiques à l'Afrique. Alors sur cette diapo, vous avez un certain nombre de pays pour lesquels la population, la fécondité a été réduite à 2 enfants par femme, parfois moins. Alors ce sont des pays un peu particuliers. Ce sont d'abord des îles, hein, puisque vous avez l'île Maurice, vous avez le Cap-Vert, les Seychelles, la Réunion. Donc c'est des cas vraiment particuliers où la pression démographique est très spéciale. Et puis des pays qui ont un niveau d'instruction et de supérieur. Puis l'autre pays continental, c'est l'Afrique du Sud, hein, qui est aussi un pays très spécial. Enfin, je rappelle qu'en Afrique du Sud, en 1974, quand on a lancé le programme de planning familial, la fécondité avait encore 6 enfants par femme, hein, les Africains. Et maintenant, on est tombé à 2,5 en 2015. Donc ça a été très rapide. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu un programme de planning familial extrêmement bien fait, entièrement gratuit, avec un approvisionnement en contraceptif extrêmement tout à fait parfait, et une très bonne interface avec la population. Alors ici, vous avez des pays qui ont fait la même chose en milieu urbain. Alors vous avez par exemple le Botswana, le Lesotho, Swaziland, tout ça c'est des pays d'Afrique australe, donc très proches de l'Afrique du Sud. Et puis vous avez en Afrique de l'Est le Kenya et l'Éthiopie qui sont cités souvent comme des pays phares. Alors l'Éthiopie, je rappelle, c'est un des pays les plus pauvres d'Afrique. Hein. Et le programme de planning a extrêmement bien marché. Pourquoi? Parce qu'il était extrêmement bien fait et parce qu'ils avaient aussi une infrastructure de santé publique qui date de la période malheureusement communiste, mais qui était encore sur place. Et donc le programme a pu s'installer de manière extrêmement efficace. Et alors, bon, si vous regardez le document que je vous ai cité tout à l'heure, vous allez avoir un certain nombre de cas où on compare 2 pays voisins, 2 pays très similaires, un pays où on a bien travaillé, un pays où on a mal travaillé. Ici, vous avez le Rwanda et le Burundi. Alors, au Burundi, on n'a rien fait. Et au Rwanda, donc, qui est un pays à la même composition ethnique, même niveau de vie, extrêmement proche, colonisé par les Belges de la même manière. Vous voyez qu'au Rwanda, eh bien,
plus de la moitié du chemin de la transition, puisqu'on est passé de 8 enfants à 4 enfants, 4,3 enfants ici, c'était en 2012, je crois, la dernière enquête, alors qu'au Burundi, il ne s'est rien passé. Donc vous voyez, dès qu'on fait quelque chose en Afrique, les choses changent très rapidement. Et quand on ne fait rien, rien ne bouge. Donc ça, c'est fondamental. Et ce n'est pas une question de pauvreté. Le Rwanda et le Burundi étaient deux pays extrêmement pauvres. Ce n'est pas une question d'éducation des femmes, c'est simplement que le programme de planning a été très bien fait au Rwanda et existant en Burundi. En des exemples comme ça, vous en avez plein, le Ghana, Nigeria, Ouganda, Kenya, Mozambique et Madagascar, ça fonctionne toujours pareil. Si c'est bien fait, que ça a bien marché, vous avez un gros impact sur la fécondité, sinon il ne se passe rien. Et ici vous avez la carte, vous avez une carte des pays où il ne s'est rien passé. C'est essentiellement les pays qui sont en orangé, donc tous les pays d'Afrique centrale essentiellement, plus le Noyo, Libéria, Sierra Leone et Guinée. Ce sont des pays où on a mal travaillé, manifestement on n'a pas travaillé du tout, et où donc la fécondité n'a pas bougé en milieu rural. J'insiste, c'est en milieu urbain, ça a bougé partout. Et par contre, dans un pays comme Madagascar, donc extrêmement pauvre, le programme de planning a très bien marché, et la fécondité a été divisée par deux. Alors, autre comparaison qui est tirée d'une étude d'un collègue, Geoffrey McNichol, et qui compare l'Indonésie et le Nigeria. L'Indonésie et le Nigeria sont deux énormes pays. Nigeria complètement musulman, Nigeria à moitié musulman, moitié chrétien, l'Indonésie complètement musulman. Deux pays exportateurs de pétrole, deux pays qui sont partis des mêmes conditions dans les années 50. Vous voyez ici, vous avez la fécondité, elle était même un petit peu supérieure au Nigeria, 5,3, 6,4. L'espérance de vie était un peu plus favorable en Indonésie, mais elle était quand même très basse. Et vous aviez des taux d'urbanisation très faibles, 10 et 12%, et des PIB par tête, même un peu supérieurs au Nigeria qu'en Indonésie. Et en Indonésie, le programme de planning a extrêmement bien marché, si bien que maintenant on est à 2,4 enfants par femme, parce que c'est des années 2015, alors qu'au Nigeria, on est resté à 5,6 ou à peine diminué. Si vous enlevez le milieu urbain, il ne s'est rien passé au Nigeria. Donc là, vous avez un exemple vraiment typique d'un pays qui a bien travaillé et d'un autre pays qui a mal travaillé, et avec des conséquences évidemment qui sont énormes, puisque au Nigeria, je vous ai montré tout à l'heure les projections de 900 millions d'habitants, alors qu'en Indonésie, la population est presque stable maintenant, elle va s'arrêter autour de 300 millions. Alors sur l'urbanisation, je voulais dire quelque chose, parce qu'on parle souvent, on dit souvent que l'urbanisation est une des conditions fondamentales pour le développement, mais il y a urbanisation et urbanisation. L'urbanisation en Indonésie, vous avez la photo en haut, c'est une urbanisation moderne, avec des emplois modernes, avec des revenus conséquents. L'urbanisation au Nigeria, c'est comme à Kinshasa, c'est comme à Nairobi, c'est le système bidonville, donc c'était une économie informelle, des conditions d'hygiène épouvantables, des niveaux d'instruction extrêmement bas. Et donc on comprend que le planning familial ne marche pas bien au Nigeria, alors que les choses sont tellement mieux organisées en Indonésie. Ça va mieux? Alors un dernier mot pour conclure, je voudrais parler à nouveau des projections des Nations Unies, mais vous montrer des évolutions positives, c'est-à-dire des pays dont la population va baisser. Et ça, il y en a pas mal. J'étais surpris moi-même quand j'ai regardé les dernières projections, celles de 2017, c'est que la moitié des 2 tiers des pays du monde vont avoir une baisse de population à l'horizon 2100. Alors certains déjà maintenant, d'autres ce sera en 2040, d'autres en 2060. Mais d'ici à 2100, la plupart des pays auront une population soit stabilisée, soit en décroissance. Et la grande incertitude, c'est les pays d'Afrique, évidemment, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la fécondité va commencer à diminuer. Dans les pays que je vous ai montré, le Nord-Nigeria, la République centrafricaine, les deux Congo, l'Ouganda, la Zambie, on ne sait pas du tout, puisque la fécondité n'a pas cessé d'augmenter. On va peut-être commencer à diminuer la semaine prochaine, mais peut-être dans 20 ans, peut-être dans 40 ans, on ne sait pas du tout. Tout dépendra évidemment de l'effort que l'on fait pour apporter des contraceptifs aux populations en milieu rural. Alors là, vous avez quelques exemples célèbres. Par exemple, ici, vous avez le Japon qui va passer de 129 millions à 85 à l'horizon 2100. Ça va certainement avoir un impact favorable sur de nombreux paramètres pour la population japonaise. La Chine va passer de 1,4 milliard à 1 milliard à peu près. Ça, c'est à peu près écrit dans l'histoire, même s'il y a un relâchement maintenant de la politique de un enfant.
qui n'a jamais été complètement appliquée. D'ailleurs, je le rappelle, elle a été appliquée dans le nord, mais pas dans le sud. Mais même si on relâche pour 2 enfants par femme, la population va certainement considérablement diminuer. Vous avez un pays comme la Russie. Alors la Russie, c'est à discuter parce qu'on ne sait pas du tout quelles vont être les migrations vers la Russie. Les Russes, pour le moment, attirent énormément de migrants des pays du Caucase et d'Asie centrale, et il n'est pas exclu que les choses changent. Mais enfin, actuellement, les projections sont de dire qu'on va passer de 148 millions à 124 millions, et la Russie, jusqu'à maintenant, était un des rares pays industrialisés dont la population diminuait depuis les années 90, à cause d'une fécondité extrêmement faible et une mortalité relativement importante. En Allemagne, la population devrait se stabiliser autour de 71 millions, donc elle va diminuer, elle a même déjà commencé à diminuer le nombre de décès supérieur au nombre de naissances ces dernières années en Allemagne. L'Europe de l'Est, vous voyez, on va passer de 311 millions à 218, ça va faire aussi de la place. Et l'Europe du Sud, personne n'avait imaginé ça il y a 50 ans, mais l'Europe du Sud a des taux de fécondité extrêmement bas, y compris Italie, Espagne, Portugal. Et on projette actuellement, vous voyez, une baisse de 150 millions à 114 millions pour ces pays d'Europe du Sud. Et avant de finir, je vais vous montrer le seul pays d'Afrique pour lequel la population va diminuer très vraisemblablement, enfin elle est déjà stagnante, mais elle ne va pas vraisemblablement diminuer, c'est l'île Maurice. L'île Maurice qui avait une population de 500 000 habitants dans les années 50, qui est passé à 1,2 million, donc évidemment c'est une petite île, donc c'est un petit pays, mais la fécondité est très basse, vous voyez, c'est 1,4 enfants par femme, comme l'Italie ou l'Espagne, comme les plus basses valeurs dans les pays européens, et donc on prévoit une baisse de population pour arriver à 930 000 personnes à l'horizon 2100. Avec une espérance de vie qui est absolument superbe, sur 14 ans actuellement, c'est l'espérance de vie de la France des années 70, je le rappelle, et donc ils ont en plus un système de santé qui est vraiment extrêmement performant, et en plus ils ont un état civil tout à fait complet depuis les années 1900 d'ailleurs. Et donc on a une série complète sur les naissances et les décès depuis 1900, cas unique en Afrique. C'est le seul pays africain qui a suivi sa population correctement depuis un siècle. Il n'y a même pas d'autres pays en Afrique qui a un état civil complet. Même l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus avancé, a un état civil qui n'est pas tout à fait complet, bien que ça soit énormément amélioré ces dernières années. Et son PIB per capita, évidemment, a explosé, puisqu'on est passé d'un pays pauvre, vous voyez, $2 500 à $17 000, qui fait un pays à revenu intermédiaire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est passé d'une économie qui était basée sur la culture de la canne à sucre, qui n'a jamais enrichi beaucoup de gens, puis c'était une économie au départ esclavagiste, on fait venir des Africains et des Indiens pour l'augmentation de canne à sucre. Et maintenant, c'était un pays qui attire d'abord des capitaux de tous les pays environnants. Donc il y a un secteur bancaire relativement important, c'est même une sorte de paradis fiscal, et puis surtout le tourisme, qui est devenu un tourisme de grand luxe. Vous avez super hôtels de grand luxe qui attirent tous les touristes fortunés du monde entier. Voilà, écoutez, je crois que je vais parler déjà un petit peu plus longtemps que prévu. Les problèmes, je pense, sont bien identifiés. Je pense que ces problèmes-là, ils sont connus depuis 50 ans. Aux États-Unis, on enseigne ça dans les grandes universités depuis les années 60. Les solutions existent, il n'y a pas de doute, on sait limiter les naissances partout, on sait faire des politiques de développement, on sait en partie au moins contrôler les impacts sur l'environnement. Alors ça pourrait être discuté avec les gens qui connaissent mieux que moi les questions d'environnement, mais enfin on a un grand nombre de solutions. Et par contre, si on ne le fait pas, évidemment, les conséquences vont être extrêmement importantes. On a parlé de ces 4 milliards d'Africains qui arrivaient à l'horizon 2100 et qui ne vont pas pouvoir rester en Afrique, ça c'est certain. Et donc, si on ne fait pas les choses comme il faut, les problèmes vont être énormes, alors sur l'environnement physique, sur la faune, sur la flore. Je rappelle que la faune et la flore ont été massacrées en un siècle en Afrique, et ce qui se prépare est encore bien pire, donc tout à fait catastrophique. Et donc les migrations, pour moi, vont dépendre des politiques suivies, politique de contrôle des naissances, politique migratoire, politique de développement, et évidemment, si on fait tout ça comme il faut, il y aura pas de problème, mais si on ne le fait pas, les problèmes seront multiples. Et bref. Voilà, écoutez, je m'arrête ici.